Je pense très sincèrement qu'on va être amenés de plus en plus tous à prendre la parole et à devenir nos propres médias. Donc en prenant la parole, tu te crées automatiquement une communauté. C'est une question un peu même de transparence en fait, de savoir qui est derrière, quelle est l'histoire qu'il y a derrière. T'achètes pas des produits pour acheter le produit à proprement parler, t'achètes une histoire, t'achètes un branding, en fait t'achètes tout ce qui va autour. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, on démarre ce podcast, encore une fois, je suis en retard, j'étais en retard du début de la journée à... Là, t'étais mon avant-dernier rendez-vous, Marion, ça me fait super plaisir de t'avoir et je suis encore en retard, donc je pense que c'est pas ma journée, c'est pas la journée du sérieux et de... Voilà, j'ai chié dans la colle, je sais pas comment dire. Il y a des jours comme ça, c'est pas grave. Ça me va. En tout cas, ça me fait super plaisir, on a eu... encore une fois, un podcast, une invitation un peu maudite puisque la dernière fois, c'est toi qui as annulé. Là, j'arrive en retard, machin. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse un super épisode. Ouais, on s'est renvoyé la balle. Bon, du coup, ça me fait super plaisir d'être là. Je suis client de tes solutions. Je suis client de tes produits. J'aime bien le dire. J'aime bien le dire comme ça. On me dit pas que je fais de la pub sans connaître trop ce que je raconte. Donc, en plus, je fais pas de pub. Et je suis content aussi parce que t'as lancé ton podcast il y a pas longtemps. Grâce à toi. Ouais, grâce à moi, non. Bah si, en fait, t'as été l'élément déclencheur. Parce que je voulais, je t'en avais parlé. Hein. D'ailleurs, déjà, merci de m'inviter sur ton podcast. Mais non, effectivement, on avait échangé et en fait, tu m'as vachement conseillé sur plein d'éléments et je me suis dit, ok, là, let's go. Tu m'as vachement aidé sur tout le process à mettre en place et ça m'a permis d'aller peut-être un peu plus vite que ce que j'allais faire toute seule. Ouais, trop cool. Bah, trop bien. Et du coup, ça se passe comment? Il y a des surprises quand on organise un podcast? Est-ce que c'est ouais. plus simple ou c'est plus compliqué que ce qu'on imagine? Je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est plus simple dans le sens où, tu vois, il y a des invités qui ont une très grosse communauté. C'était un peu mon rêve de les inviter et tu vois, je m'attendais pas à ce qu'ils me répondent aussi rapidement avec autant de volonté, donc agréablement surprise là-dessus. C'est allé plus vite que ce que je ne pensais de par tout le process que tu m'as partagé. Et après, non, il y a des éléments qui sont un petit peu plus difficiles dans le sens où, voilà, quand les gens te disent ah bah finalement je suis pas disponible, est-ce qu'on peut reporter? Donc tu reportes, donc en fait tu prends un peu de retard sur les épisodes. Et puis une fois que l'épisode est préparé, bah il y a tout l'après aussi à faire. Donc bon, je suis encore à mes débuts, donc c'est normal, je connais pas, je maîtrise pas, donc j'ai beaucoup à apprendre. Mais ça reste un exercice très cool. J'apprends plein de choses et j'ai trop hâte de partager tout ça avec ma communauté. Trop bien. Et ton intention sur le podcast, c'est quoi? Mon intention, c'est avant tout de partager des histoires et d'apprendre un maximum de choses, donc à titre personnel, mais aussi avec les autres. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Ok, trop bien. Et du coup, bon, on est parti. L'épisode est un peu déstructuré, mais alors, du coup, ce podcast, il va forcément nourrir aussi ton business, il va nourrir ton réseau. Et est-ce que justement, tu peux nous expliquer, te présenter Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais bien au sûr. quotidien? Alors, je m'appelle Marion Carnero, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice et CEO de My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation. Donc, en fait, on aide nos clients à développer leur communauté sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, grâce à des stratégies d'automatisation. Et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Media Game. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de créateurs de contenu, de personnes qui ont créé des communautés et qui ont 1000 vrais fans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la communauté, tu as plusieurs visions. Tu vois, tu as des communautés, par exemple, un peu plus shadow. Donc, des personnes, c'est pas forcément des gens qui se mettent en avant, qui travaillent leur personal branding. Pour autant, la communauté, elle s'auto-alimente.
À contrario, tu as d'autres communautés où les gens travaillent à mort leur personal branding et en fait, c'est eux qui sont représentants finalement de leur boîte ou de ce qu'ils veulent mettre en avant. Et donc voilà, on touche à plein de sujets, mais ça reste sur les communautés, création de communautés sur les réseaux sociaux, mais pas que finalement, parce qu'on se rend compte très rapidement que personne ne reste sur un seul canal. Voilà. Ok, trop bien. Et justement, la communauté, pour toi, ça a quelle place aujourd'hui dans le développement d'une marque? Parce qu'en fait, on voit qu'il y a un mélange un peu des genres. Tu vois, moi, je viens du monde de la vente de formation. Donc, moi, je viens de la formation pro, assez structurée, mais on est très vite comparé, assimilé aux infopreneurs. Du coup, qui parlent beaucoup d'eux, qui parlent beaucoup de leur réussite, etc. Et on voit depuis quelques mois, quelques années maintenant, qu'il y a aussi des consultants ou des start-upers qui utilisent maintenant un peu les mêmes codes pour communiquer et qui incarnent leur marque. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est obligatoire? Enfin, du moins, ça a quelle place dans le développement d'une boîte, quelle qu'elle soit? Bah, tu vois, c'est pour ça que j'ai développé aussi ce podcast qui s'appelle Media Game. Et pourquoi Media Game et pas Community Game? C'est parce que je pense très sincèrement qu'on va être amenés de plus en plus tous à prendre la parole et à devenir nos propres médias. Et donc, en prenant la parole, tu te crées automatiquement une communauté. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est un élément qui est très important et qui va le devenir de plus en plus. C'est une question un peu même de transparence, en fait, de savoir qui est derrière, quelle est l'histoire qu'il y a derrière. Et en fait, mine de rien, aujourd'hui, t'achètes pas des produits pour acheter le produit à proprement parler. T'achètes une histoire, t'achètes un branding, t'achètes tout ce qui va autour. Moi, je viens du domaine du marketing. Je suis très sensible à ce genre de choses. Tu vois, typiquement, quand je veux acheter un nouveau produit, je vais faire mes recherches sur Google, sur les réseaux sociaux, et je vais forcément regarder la présence de la marque sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qu'ils font, pour voir quelle est leur présence, pour être sûr que c'est pas du dropshipping. Enfin, donc voilà. Et je pense qu'il y a aussi ce côté effectivement dropshipping. Donc là, c'est peut-être plus par rapport au e-commerce, mais où tu vois, il y a eu toutes ces histoires autour du dropshipping, arnaque, etc. Bref, on peut le voir comme on veut. La vérité est là, c'est que quand tu fais du dropshipping, tu apportes généralement peu de valeur ajoutée à la personne qui va consommer ton produit. Parce que justement, le principe, c'est que tu achètes directement à ton fournisseur et qu'il l'envoie directement à ton client final. Là où, aujourd'hui, quand tu travailles ta communauté, tu as quelque chose d'autre à offrir que juste ton produit, tu vois. Tu donnes accès à une communauté, tu défends des valeurs, tu partages des connaissances. Et je trouve que c'est de plus en plus important aujourd'hui et ça ne peut qu'être positif pour le développement d'une boîte. Parce que tu as des effets en fait cumulés et les gens s'attachent à toi, aux valeurs de la boîte et voilà, c'est tout aussi important. Je fais un podcast la semaine dernière où c'était moi qui j'étais invité et la personne en fin d'épisode elle me demande, tu sais, les conseils que je peux donner à l'audience, machin, etc. Parce que nous on accompagne des gens qui lancent leur business. Et c'était justement sur le concept de la marque minimum viable. Et en fait, je pense que on se rattache beaucoup à nos histoires respectives, qui sont des mobiles pour créer des business et accompagner des gens. Mais je pense que ce qui peut être un élément hyper fort, et je l'ai pas testé personnellement, mais je vois Théo Lyon fait beaucoup ça, c'est de trouver l'ennemi commun, en fait. C'est qu'en gros, on est le héros, il y a un peu les gens qu'on veut défendre, c'est un peu l'audience, et il y a le méchant, le vilain, qui est la personne, la concurrence, le marché, et tout ça, ça se base sur une thèse. Et j'ai vachement l'impression que en fait, il y a un enjeu aussi à trouver l'ennemi commun, que le storytelling de comment j'ai fait les choses, et puis j'ai eu une enfance pas cool, et puis j'étais nul à l'école, et puis j'ai décidé d'entreprendre, ou je sais pas quoi, ou peu importe. Ça marche de moins en moins parce que c'est des codes qui ont été repris et repris et repris. Donc ouais, je pense que ça a une partie importante dans la création de la marque. Oui, complètement. Après, c'est vrai que les codes un peu faciles, tu vois, de se dire effectivement, j'ai jamais été bon à l'école. C'est quelque chose d'un peu facile parce que comme tu l'as dit, ça a été repris. Et disons que le côté sentiment, enfin, tu vois, ça dégage quand même un certain sentiment, genre, pour peu que tu te reconnaisses dans ce que la personne dit, ça reste des valeurs qui sont quand même très fortes. Donc,
je pense que tu peux en jouer parce que si ça fait partie de ton storytelling, ça en fait partie, tu vois. Genre, si t'as pas été bon à l'école, tu vas pas prétendre avoir été bon à l'école sous prétexte que c'est un élément qui va pas marcher. En revanche, effectivement, si tu compares le fait de raconter cette histoire maintenant versus il y a 3 ans, oui, tu vas pas avoir le même effet. Mais tu vois, c'est très drôle parce que justement, j'ai partagé aujourd'hui un post sur LinkedIn d'un mec qui s'appelle Romain, qui est un plombier et qui s'est lancé il y a 5 jours sur LinkedIn. Et j'imagine que la première réflexion que tu vas avoir, c'est qu'est-ce qu'un plombier fout sur LinkedIn? Ben, le mec a fait son premier post, 50 000 likes. Alors, je ne sais pas combien d'impressions il a, mais il a dépassé le million. Et tous ses posts font minimum 1000 likes. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il casse les codes et qu'il est à un endroit où personne ne s'y attend. Et il apporte quelque chose de nouveau, tu vois, de dire, bah ouais, je suis plombier, tout le monde m'a déconseillé d'aller sur LinkedIn et moi, je me suis dit pourquoi pas, donc maintenant, je suis là. Et je trouve ça... Ouais, j'aime bien, moi. Et tu penses que l'impact sur son business, il peut l'avoir de quelle manière? Tu penses que c'est quoi son intention business? Déjà, en termes de visibilité, c'est assez monstrueux. À voir parce que pour le moment, tu vois, il est plombier, donc il expliquait il était disponible que dans la région de Montpellier, donc forcément, tu as un côté un peu, t'es limité. Après, rien ne l'empêche par la suite de créer une audience et donc derrière de développer d'autres produits, d'autres services, je sais pas, de la formation pour des personnes qui voudraient se convertir en plombier ou alors de faire, je sais pas moi, des tutos. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien aussi? C'est parce qu'il a rien à vendre sur LinkedIn, tu vois. Enfin, en tout cas, a priori, quand il se lance sur LinkedIn, c'est pas pour dire hello, je suis le meilleur plombier, je vais vous expliquer comment faire ça et si vous y arrivez pas, vous m'appelez. C'est pas son intention. Et je pense que c'est ça qui marche aussi, c'est de prendre la parole et de prendre la parole en ligne, pardon, et de rien avoir à vendre parce que ça se ressent en fait. Ouais, clairement. Non, mais ça j'y crois beaucoup. Et en plus de ça, t'as un respect de la part de tes pairs. Ils te valident. Alors que si t'étais dans une phase de vente, donc ils prendraient, enfin, ça peut être pris comme une agression. Et dans ce cas-là, tu te crées des ennemis, alors qu'en fait, tu peux avoir des prescripteurs et tu peux devenir un relais. Donc ouais, non, clairement. Et ouais, c'est top. Et du coup, aujourd'hui, enfin, tout à l'heure, tu me parlais des 1000 premiers fans. Alors moi, je connais bien le concept, hein, mais peut-être pour ceux qui sont moins, familiers à ce concept-là, les 1000 premiers fans, logiquement, ça veut dire si on les a et qu'on les garde, on peut tout faire et on sera jamais pauvre, logiquement, il nous arrivera jamais de malheur. Comment toi tu vois le truc et comment tu le traites dans le podcast? Comment je le traite dans le podcast? En fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a des personnes, tu vois, qui ont d'énormes communautés et t'arrives pas trop tu peux facilement déjà te comparer à ce genre de personnes. Déjà, c'est pas un élément sur lequel tu devrais te comparer tout ce qui est chiffres, etc. Tu vois, on parle de vanity metrics, c'est un peu le cas. C'est pareil. Et en fait, ce qui m'intéresse avec ce podcast et la manière dont j'approche justement cette théorie, c'est de se dire que, bah ouais, c'est cool d'avoir énormément d'abonnés, mais tu vois, il y en a, ils ont énormément d'abonnés et derrière, ils font aucun business avec. Et à contrario, t'en as d'autres qui ont très peu d'abonnés, qui a priori ne sont pas des personnes extrêmement suivies. Et c'est le cas, elles ne sont pas extrêmement suivies. En revanche, les personnes qui le suivent sont des personnes qui sont très engagées et qui vont te soutenir, qui vont aller dans ton sens et potentiellement acheter derrière ce que tu vas vouloir vendre ou en tout cas ce que tu vas essayer de construire avec eux. Et c'est un peu le principe, tu vois, de se dire que tu es proche de ta communauté et tu es tellement proche que tu échanges avec eux au quotidien pour savoir ce dont ils ont besoin et comment est-ce que tu pourrais répondre justement à ce besoin. Ouais, c'est clair. Tu tâtes le pouls le pouls de ton marché en continu ouais, c'est clair. Moi, j'ai une pote qui s'appelle Chloé Bloom. Elle a 250 000. Tu vois qui c'est, Chloé? Ouais. Et en fait, elle a une bonne petite commu sur Insta et elle est passée au départ du métier de la fitness, du fitness. Ensuite, elle est devenue, elle a fait tout ce qui est yoga, etc. Ouais. Et là, maintenant, elle est dans la spiritualité. Et en fait, elle a un renouvellement d'audience. Mais en fait, les gens, le renouvellement d'audience, il est pas total. Il doit être sur peut-être 20 ou 15% de tous ses followers. Et ensuite, après, les gens continuent. Et c'est un réel impact sur son chiffre d'affaires. Alors, elle voit que elle a réellement d'abord un impact sur, elle a une rotation de ses abonnés, puis ensuite elle a une rotation sur son chiffre d'affaires. Il y a un délai entre les deux, mais elle arrive à faire suivre vachement ça parce qu'en fait, elle est authentique du début à la fin et elle a ce côté ultra vulnérable qui est, voilà mon parcours, je suis en pleine évolution, suivez-le.
Voilà, il n'y a pas d'autres intentions derrière. À côté de ça, on a un business qui fait plusieurs millions d'euros par an de vente de produits par rapport à ce chemin-là. Et en fait, je trouve ça cool. Et ce qui fonctionne, c'est l'authenticité. Et je trouve ça dingue. D'ailleurs, niveau podcast, moi, mon podcast préféré, c'était Nouvelle École à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. C'était Nouvelle école. ouais, Antonin Archer qui faisait ça. C'était un des premiers podcasts, interviews, etc. en francophone. Et il disait, en fait, son intro, c'est voilà, je suis un mec, je résume à fond, mais je suis un mec paumé. Je vais rencontrer plein de gens qui ont fait le parcours avant moi. Je vais leur poser des questions. Si t'intéresses, t'écoutes. Et si t'aimes bien, tu mets 5 étoiles. C'était juste ça, le Génial. truc. Et en fait, c'est devenu, mais il a eu tout le monde, hein. Il a eu les Yannick Noah, les machins, tous ceux que tu vois maintenant chez Mathieu Stéphanie, ils sont passés chez lui avant, en fait. C'était juste dingue. Et en fait, cette vulnérabilité, en fait, il avait des vrais fans. Et d'ailleurs, son podcast, ça fait 3-4 ans que ça existe plus. Bah, moi, je l'ai encore, il va plus en sortir, mais je l'ai encore dans mes abonnements Apple Podcast. Et est-ce que tu continues à en écouter des épisodes? Quand bien même ils ont été tournés il y a longtemps. Ouais, ça pourrait. Là, c'est pas arrivé depuis un petit moment, mais ça pourrait, ça pourrait clairement. Mais là, du coup, les vrais 1000 fans, alors lui, en l'occurrence, est parti faire complètement autre chose. Mais j'adore, en fait, cet acte de vulnérabilité, de dire, moi, je suis en plein chemin, je vais pas vous faire la messe, mais par contre, voilà, vous pouvez juste faire le chemin avec moi, quoi. Tu vois, moi, pendant le développement de My Name is Bond, à un moment donné, j'ai développé un autre projet qui s'appelait Flouf. C'était un projet où on vendait des compléments alimentaires pour les chiens. C'est un projet qui me tenait énormément à cœur parce que c'était en lien avec l'histoire de ma chienne qui s'est fait opérer à plusieurs reprises, etc. Et en fait, j'ai créé une communauté qui était assez forte. Tu vois, le compte Instagram, on avait 5000 et quelques abonnés, ce qui était quand même pas mal, sachant qu'on n'avait pas du tout le produit encore. Et j'avais une communauté tellement engagée à tel point que quand j'ai annoncé que j'arrêtais le projet pour plusieurs raisons, j'ai reçu des messages en mode mais non, c'est pas possible, Marion, tu peux pas faire ça. Mais non, vas-y, on va y arriver. Faut que tu continues le projet. Je suis en mode bah non, c'est ma décision, mais merci. Et ça m'avait trop touchée. J'en avais pleuré. Enfin, franchement, c'est ouf de dire que tu vois, tu crées une communauté. En plus, généralement, quand tu crées des communautés, surtout aujourd'hui de manière digitale, tu te rends pas compte en fait. Tu vois, comme même moi j'avais 5000 personnes sur Instagram, je suis en mode c'est pas énorme. Va mettre 5000 personnes dans une pièce, là je peux te dire que tu vois, tu vas réaliser à quel point c'est pas si petit en fait. Et ouais, en fait c'est ça, tu vois, ce côté de se dire que en fait tout ce que tu crées de manière digitale, derrière, tu peux le retrouver dans la vie de tous les jours et tu peux aller à la rencontre de ces personnes et te rends compte que voilà, en fait, vous êtes liés sur plein de sujets et c'est fort comme genre de rencontre. Ouais, c'est clair. Non, en fait, c'est bien aussi de le rendre réel parce que tu vois le podcast là, bon, on fait de la publicité, hein, on n'a pas, nos vues ne sont pas organiques, hein, mais pas que organiques évidemment, mais on doit faire peut-être les 2/3 c'est de la pub. Et en fait, tu te rends compte que ça fait quand même pas loin de 40 000 personnes, ça fait un demi-stade de France par épisode. Énorme. Et je me dis waouh, c'est quand même pas mal quoi. Et donc ouais, c'est cool quand tu commences à avoir l'impact. Alors là pour le coup, c'est juste de l'ego, mais c'est cool. Enfin en tout cas, ça me motive à faire autre chose, ça motive à continuer. Et donc ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Non, c'est top. Et justement là, tu nous parles de My Name is Bond, la genèse du projet quand tu voilà, comment ça arrive. Donc tu bosses avec Max et Pierre. Pierre, on l'a pas encore reçu. On devait à l'époque et puis ça s'est pas fait. Mais Max est venu, Max Blondy. Et donc du coup, comment ça s'est fait? Comment s'est goupillé tout ça avant de parler réellement de ce que vous faites dedans? Alors déjà, pour donner un petit peu de contexte, Maxime Blondel, c'est mon meilleur ami. Ça fait 10 ans et quelques qu'on se connaît. Et à l'école, lui, il commençait déjà ses projets entrepreneuriaux et moi, j'étais bien studieuse, etc. Mais j'ai toujours su que je voulais faire un truc dans l'entrepreneuriat, mais juste, je me sentais pas encore prête. Et en fait, quand je bossais à Station F pour une boîte, j'en avais un peu marre de ce que je faisais. J'avais envie d'aller vite, mais je me sentais ralentie par mon boss. Et donc, je contacte Maxime et je lui dis Max, je crois que c'est bon, c'est le moment, je suis prête, allez, on se lance. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a rapidement eu l'idée de My Name is Bond parce que, comme je te le disais, moi, j'ai un background très communication, marketing. Et en fait, j'avais remarqué que quand tu dois créer justement des communautés sur les réseaux sociaux pour n'importe quel business, tu as des petits tips, des hacks que tu peux mettre en place pour t'aider justement à toucher des personnes qui ne te connaissent pas sans pour autant passer par de la publicité. Et donc, en me penchant un petit peu plus sur le sujet, j'avais compris qu'on pouvait faire de l'automatisation, sauf que la réalité, c'est que quand tu fais de l'automatisation sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de blocages. Enfin voilà, faut faire un peu attention, c'est complexe, les algorithmes changent, etc. Et donc, avec Maxime, on s'est dit, bon, allez, on va lancer quelque chose
on va lancer une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux. Je te la fais en courte, parce que là, on n'a pas trouvé ça tout de suite. On a rechangé notre positionnement, bien évidemment. Tu nous expliqueras, c'est intéressant. J'adore les pivots et j'adore moi, les histoires trop belles, je les aime pas. Donc là, il faudra que tu nous en parles. Hein. Mais vas-y, dis-nous la version propre et puis on dégrade un peu le truc après. Non, mais on reprend la version du début, de base, avant de se positionner sur de l'automatisation. On voulait partir que sur de l'automatisation sur Twitter et proposer également de la création de contenu sur Twitter. Me demande pas trop pourquoi, sachant qu'on n'était pas hyper à l'aise tous les deux sur Twitter, mais on s'est dit il y a un marché, c'est sûr, on en était persuadés, sauf qu'en fait on était tellement novices sur le marché que ça n'a pas fonctionné. Et donc après on a pivoté, on a pris LinkedIn et Twitter parce qu'en fait on voulait absolument s'adresser aux professionnels. Et en fait de fil en aiguille on s'est dit mais Instagram il y a un marché de fou malade. En plus moi je connais très bien et donc on l'a intégré par la suite. Avec Maxime, ce qu'on s'est dit, c'est OK, avant de poursuivre le projet, viens, on trouve 5 clients, 5 personnes qui nous disent oui, on veut bosser avec vous. Et après, on commence à développer la chose. Le fake it until you make it. Donc, on se met à fond, les calls, on se prend des gamelles, mais comme pas possible. En plus, moi, toute novice, je faisais des erreurs à tout va. Tu sais, je raccrochais, je me disais, mais qu'est-ce que j'avais pas dit Bref. Et finalement, on trouve nos 5 clients. Et à partir de là, on se dit OK. Réseau proche, réseau premier cercle ou... Non, okay. même pas. On a pris LinkedIn, on a poncé LinkedIn au possible, on a tellement contacté de personnes que voilà. Premier niveau passé, deuxième niveau, OK, maintenant on fait comment pour gérer la production? Sauf que ni Maxime ni moi étions vraiment à l'aise avec le fait de faire de l'automatisation parce que c'était pas trop notre dada non plus. Et donc là, on a intégré un de nos potes, Pierre, qui lui, à ce moment-là, tu vois, était en CDI dans un cabinet de conseil et qui faisait des articles sur tout ce qui est robotic process automation, donc en lien avec l'automatisation. Et on s'est dit, mais c'est parfait, il correspond complètement au profil qu'on recherche, d'autant plus que nous, on a vachement cette culture où voilà, on voulait absolument bosser entre potes. Et donc, Pierre nous rejoint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on était en plein Covid, donc enfermés chez nous. Et en fait, avec Pierre, on a bossé pendant 6 mois sans se voir, ensemble. Alors, on se connaissait de vue, mais on s'est vraiment vu et vraiment rapproché 6 mois après avoir bossé à distance ensemble. Trop cool. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et de fil en aiguille, à écouter les problématiques des clients, on s'est rendu compte que voilà, on pouvait se développer sur d'autres réseaux sociaux aussi, notamment Instagram. Et tu vois, c'était un très bon pivot puisque aujourd'hui Instagram, ça représente quand même 70-80% de notre chiffre d'affaires. Ok, trop bien. Et vos clients, justement, ils ressemblent à quoi? Ils ont quel type d'activité? Pour le coup, on a vraiment de tout. C'est ça que je trouve très stimulant, c'est que on deal avec plein de typologies de clients différentes. On va avoir des agences de communication, on va avoir des artistes, on va avoir des DJ, on va avoir des galeries d'art, on va avoir des restaurants, des cabinets de conseil pour faire du recrutement sur LinkedIn, par exemple. Enfin, tu vois, en fait, déjà, le fait qu'on soit présent sur Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok fait que, de base, on s'adresse à des cibles un peu différentes. Trop bien. Et là, tout à l'heure, tu as dit le mot interdit, tu as parlé de hack, mais en fait, quand on a préparé l'épisode, justement, ce qui était intéressant, c'était... évidemment, tu fais de l'automatisation, donc on est sur quelque chose de technique, on peut apparenter un hack, mais par contre, tu pondères ça avec le fait d'avoir quand même du bon contenu, de faire des choses bien, et donc du coup là, voilà, ça pérennise des fondamentaux, mais les fondamentaux, faut les avoir parce que sinon ça se passe pas bien, quoi. Oui, complètement. En fait, si tu veux, l'automatisation a quand même vachement évolué entre avant et maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire beaucoup d'actions, donc peu importe ce que tu proposais dans le fond, tu avais forcément un minimum de retour sur les actions que tu faisais. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai parce qu'on est vachement plus limité. Donc, tu vois, on a des quotas d'actions à respecter. Et ces quotas d'actions, ils diminuent au fur et à mesure. C'est pas problématique. La seule chose, c'est que maintenant, les peu d'actions qu'on va mettre en place, il faut qu'elles soient bien placées. Il faut que, tu vois, on ait te donner de la visibilité auprès des bonnes personnes. Parce que si c'est pas le cas, en fait, on perd des actions pour rien. C'est comme mettre des actions à la poubelle. Donc, c'est... Voilà, il y a quand même toute une stratégie qui est à mettre en place et c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu développer ce format d'agence et qu'on n'a pas créé un SaaS, par exemple. C'est que
justement, il y a toute cette stratégie à mettre en place. Donc nous, aujourd'hui, quand on a nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on définit ce qu'on appelle des comptes cibles, qui sont des comptes tu vois, qui possèdent la même cible que toi. Et derrière, on va te faire interagir avec justement ces audiences pour te donner de la visibilité. Un peu comme de la publicité. C'est juste que tu dépends pas d'une régie publicitaire. Ouais, c'est ça. En fait, on remplace un peu les adsets qu'on pourrait avoir sur Facebook Ads par en fait des comptes, tu veux, Oussama Hamar ou Justine Nito ou peu importe. Ça va aller interagir avec toute son audience et donc du coup, ça va inciter. Ok, trop bien. Et les risques que tu disais, il y a un nombre d'actions limité. Il y a forcément des risques qui sont inhérents à ça. Tu en as parlé un petit peu au départ, mais comment vous gérez ça? Comme tu l'as dit, en fait, le risque zéro n'existe pas quand tu fais de l'automatisation de manière générale sur tous les réseaux sociaux, peu importe ce que tu mets en place. Et nous, comment est-ce qu'on le gère? Eh ben, déjà, on a, tu vois, plusieurs petites règles qu'il faut respecter, type, faut pas qu'il y ait trop de personnes qui soient connectées sur le compte, etc. Et après, concrètement, il y a 2 manières de le gérer. La première, c'est de comprendre le quota d'action qui est autorisé de manière quotidienne. Et ça, il y a de la veille qui est faite, mais au-delà de la veille, il y a aussi des actions concrètes qui sont mises en place pour justement comprendre les différentes limites. Parce qu'en plus, l'algorithme, notamment sur Instagram, il change de manière très régulière. Et donc, pour avoir un œil dessus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place, si tu veux, c'est des comptes soldats qu'on utilise, avec lesquels on va tester l'automatisation. Donc, nos comptes soldats, ils vont au front, littéralement. Notre objectif, c'est complètement. Et s'ils meurent, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, on sait, voilà, qu'ils vont mourir à un certain quota d'action. Et en fonction de ces limites qu'on détecte, on revoit quand même de 30% à la baisse le quota d'action pour nos clients, ce qui nous permet d'avoir une marge de sécurité. Trop bien. Et ça, aujourd'hui, technologiquement, comment vous faites? C'est toujours Pierre qui s'occupe de ça? Comment vous êtes staffé? Comment vous bossez là-dessus? Ouais, non, c'est plus Pierre qui s'en occupe. On a quelqu'un en interne, Shannon, qui gère la partie production. Et après, on a également des prestataires avec qui on travaille sur des missions très précises. Parce que, avec un volume aussi important, c'est compliqué d'être seul à gérer la chose. Ok, trop bien. Et tout à l'heure, on parlait de fondamentaux. Du coup, c'est ton métier c'est ton background. Pour toi, au niveau pour générer de l'engagement sur mes posts, donc là, on est d'accord, ça va me créer l'occasion d'avoir des followers, ton service. Mais dans les fondamentaux, est-ce que t'as une routine ou t'as quelque chose que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent pour justement améliorer l'engagement, qu'on n'ait pas juste des followers fantômes. Donc c'est bien pour les vanity metrics, mais c'est complètement nul pour le business d'avoir des fantômes. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme action? Alors déjà, premier point très important, ça va être travailler son contenu. Et quand je dis travailler son contenu, c'est faire du contenu qui soit authentique, qui te ressemble, apporter vraiment de la valeur ajoutée. Tu vois, ça sert à rien de faire un copier-coller de ce qui peut être vu partout. En fait, il faut que tu arrives vraiment à être différent de ce qui peut se trouver sur le réseau. Il faut être suffisamment précis, tu vois, clair dans ta communication aussi, qu'on sache pourquoi est-ce qu'on te suit. Et après, il y a des petits... c'est pas des hacks, hein, c'est vraiment pas des hacks, c'est plus quelque chose qui devrait se faire de manière assez naturelle, mais tu vois, genre répondre absolument à tous les commentaires, répondre à tout le monde en DM, voire même si tu as le temps, aller engager avec tes nouveaux abonnés, tu vois, prendre la température, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils te suivent, parce que même toi, ça pourra t'aiguiller sur... tu vois, les sujets qu'il faudrait que tu développes plus ou moins. Et après, même par exemple quand tu crées des stories, pas hésiter à utiliser toutes les fonctionnalités qui te permettent justement d'échanger en direct avec ta communauté, type les sondages, FAQ, etc. Parce que ça, Instagram aime bien parce que tu es justement dans l'échange avec ta communauté. Si tu es dans l'échange avec ta communauté va rester plus longtemps sur le réseau. Et donc, Instagram aime ça et donc va booster ton contenu auprès d'un maximum de personnes. Et puis toi, c'est d'autant plus intéressant parce que plus les personnes seront proches de toi, plus tu auras de feedback et plus tu pourras encore une fois améliorer ton contenu en fonction de ce qu'on t'aura dit, quoi. Et à contrario, est-ce qu'il y a des erreurs communes que tu remarques, toi, de ton œil d'experte sur des comptes? Des erreurs communes, beaucoup de personnes, c'est au niveau de la qualité du contenu. En fait, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui vont vouloir mettre en avant beaucoup les services, les produits qu'ils proposent. Donc, ils font une communication qui est très axée sur la vente. Du coup, ça prend pas trop, forcément. Parce que qui a envie de s'abonner à un spot publicitaire? Personne, tu vois. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que les communautés qui percent le mieux, à mon sens,
Et on en parlait tout à l'heure, c'est les communautés où voilà, t'as de l'humain derrière. On voit qui est derrière le compte. Ouais, t'as ce côté un peu déjà affectif, tu te prends d'affection pour la personne. Et puis surtout, ça humanise le compte. Après, je dis pas que c'est une vérité absolue pour tout le monde, parce qu'il y a des comptes où on voit pas les visages et ça marche aussi très bien. Pour autant, dans une majorité des cas, on est quand même sur un compte qui est très humanisé. Mais dans les années 90-2000, il y a eu l'essor des égéries de marques. Michael Jordan était le premier, ensuite il y en a eu plein. Enfin, c'était le premier, c'était du moins celui qui était le plus cher, le plus tôt. Et en fait, on est en train de faire la même chose pour nos business, même si on a des business qui sont moins gros que Nike ou que ce truc-là. On devient les égéries de nos propres marques, en fait. Et ça boucle un peu avec la conversation qu'on avait en début d'épisode, mais je pense que c'est important. Et d'ailleurs, moi, je suis pas sûr d'être abonné à des comptes corporate, en fait. Par contre, les fondateurs, ouais, je suis très souvent, par exemple, tu vois, 900 Care, j'adore cette marque. J'ai investi chez eux, il est venu sur le podcast, Emric. J'adore, mais en fait, je suis abonné à Emric, je suis pas abonné à 900 Care, même si je suis un vrai fan. Parce qu'en fait, ça m'intéresse pas spécialement de voir toujours du dentifrice ou du gel douche dans mon feed, tu vois, c'est cool, mais voilà, je préfère voir Emric avec dans sa boîte, en train d'avoir sa posture de chef d'entreprise ou de père de famille, etc. Et là, je m'identifie clairement. Bah, tu vois, moi j'ai un contre-exemple un peu, ça va être Gringot, tu sais, la banque. Bah, eux, leur communication, alors je suis aussi les fondateurs, j'adore ce qu'ils font, mais sur Instagram, je suis abonnée au compte Gringot et j'adore leur communication et j'apprends tout le temps énormément de choses. Mais tu vois, parce qu'ils sont pas dans un... Oui, il y a du contenu promotionnel parce que c'est l'objectif aussi. Eux, ils ont besoin d'avoir un maximum d'adhérents. Mais leur communication, elle est travaillée. Ils te font prendre conscience de plein de sujets, tu vois, auxquels t'aurais jamais pensé. Ouais, clairement. Et est-ce que tu as une banque qui fait ça? Enfin, bon, après, leur objectif, c'est aussi de détruire un peu le système bancaire un peu classique, disons. Mais ouais, je trouve que leur communication, elle est excellente, elle est drôle, elle est informative. J'ai pas l'impression de perdre mon temps quand je suis sur leur compte. Je sais pas comment ça peut s'internationaliser, par contre, ce genre de positionnement. Ah, c'est une bonne question. C'est vrai. Créer des comptes par langue, par pays. L'autre jour, il y a eu une intervention, j'anime un mastermind et il y a eu une intervention d'Oussama Hamar dedans. Et à un moment, il nous raconte que donc qu'il bosse sur son projet de dessin animé et que justement, ils veulent créer une expérience, ils veulent créer des réseaux sociaux pour chacun des membres, chacun des personnages de ce dessin animé. Okay. Moi, je trouve ça très smart et du coup, ça amène une quatrième dimension au film, c'est l'après-film en fait. L'après, je trouve ça très très smart. Alors moi je déconnais, je dis que si ça continuait, il allait créer un compte mime ou OnlyFans pour Cendrillon quoi. Mais ça c'était, c'est presque ça. Et peut-être que ouais, en effet, il faut des égéries. Je sais pas si tu peux vraiment prendre un acteur et le faire à la place ou là en ce moment il y a un essor de toutes les traductions qui répliquent la tonalité de la voix en intelligence artificielle, etc. Ouais. Je sais pas si au bout d'un moment on n'essaiera pas de trop faker la relation et je sais pas si ça va marcher au final sur long terme. Si on fake trop, ça finira pas par ne pas marcher, justement. Tu vois, tout ce qui est développement des intelligences artificielles, etc., c'est bien. Enfin, il y a des points positifs et négatifs comme partout. Mais il y a une chose que ça n'enlèvera pas, c'est le côté humain, le côté relation. Et ça, je pense qu'un robot ne sera jamais en mesure, tu vois, de développer autant de sensations, d'émotions quand tu es dans un échange. C'est vrai, c'est clairement vrai. D'ailleurs, on le voit, hein, l'essor des posts LinkedIn écrits par GPT, on commence à les voir. Ouais. C'est gros comme le nez au milieu de la figure, quoi, donc ça c'est clairement. Trop bien. Et donc du coup, tu nous as parlé un peu de la genèse et du pivot de My Name is Bond. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ça va être la suite? Alors je sais que vous avez beaucoup de boulot et en plus vous êtes en pleine phase d'accélération. Enfin, il y a eu pas mal de communication récemment sur vos produits et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai rejoint le pool de clients. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi la vision, que ce soit à moyen terme ou à long terme? Écoute, on a pas mal pivoté aussi pendant le développement de Bond. Au début, comme je te disais, on s'est focalisé sur le fait de proposer de l'automatisation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique que rencontraient plusieurs de nos clients qui s'attendaient à avoir d'excellents résultats, etc. Mais finalement, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. On a regardé de plus près et on a essayé de comprendre pourquoi. Il s'avère que ces personnes-là, la problématique, c'était leur contenu. Donc, même si on ramenait du trafic sur leur compte,
finalement, les gens n'y restaient pas parce que le contenu n'était pas assez percutant, pas assez pertinent. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est développer une partie création de contenu. Et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Donc, que ce soit tant sur LinkedIn avec du ghostwriting que sur Instagram, sur des services un petit peu plus de community management classique, disons. C'est un élément sur lequel on a envie de se développer parce que tu peux pas juste vivre de l'automatisation. Alors, sauf si vraiment tu gères extrêmement bien la partie création de contenu. Mais si c'est pas le cas, ta croissance, ça va être compliquée. Et en fait, ça donne une mauvaise image aux personnes qui vont utiliser l'automatisation parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est de la merde, ça ne marche pas ». Alors qu'en fait, c'est pas ça. Et c'est ça que j'essaye en fait de faire comprendre. Et c'est un peu notre mission, tu vois, de se dire bah c'est pas parce que ça ne marche pas dans ton cas actuellement que ça ne marchera jamais. Il faut essayer de prendre en compte tous les éléments qui font la réussite de cette expérience et de mixer, de tester, enfin voilà, c'est ça l'entrepreneuriat aussi, c'est de faire des tests. Tout ne fonctionne pas. Ça veut pas dire que la campagne que tu as mise en place actuellement ne fonctionnera jamais. C'est juste qu'il faut faire des réajustements, des tests. Et si tu étends ce raisonnement à tout le marketing et voire même tout l'entrepreneuriat, moi, quand j'ai des actions de conseil, je me rends compte, les gens sont persuadés que dans leur business, une action A aura un impact sur B directement. Ouais. Et ça marche pas comme ça. Ça réagit en système, le business, déjà la vie de manière générale, et le business d'autant plus quoi. C'est le bon message à la bonne personne avec la bonne promesse, au bon moment, fois un inconnu qu'on peut appeler la chance ou l'algo, on appelle ça comme on veut. Mais c'est dingue, c'est ce que tu dis là. Je le vois tous les jours. Les gens pensent qu'en bougeant A, ça va forcément avoir un impact sur B. Oui, ça en aura, mais ce sera pas le seul paramètre qui fera bouger B, le A. Et puis après, tu as aussi ce truc de mettre en place différentes actions, tu vois, avoir une communication multicanale. Enfin, nous, par exemple, notre compte Instagram, il est automatisé. Concrètement, en direct, ça nous a peut-être pas généré de clients. En revanche, il y a plein de gens qui nous ont connus grâce à notre contenu sur Instagram, qui après nous ont vus, se sont inscrits à notre newsletter, sont venus checker nos profils sur LinkedIn, nous suivre sur LinkedIn et, tu vois, se sont dit un jour, ah ok, c'est bon, j'ai envie de tester leur service. Il y a une vision aussi très long terme à prendre en compte que beaucoup de personnes oublient, mine de rien. C'est clair. Et notre génération, moi j'ai 33, t'as 27, donc on fait une moyenne à 30, quoi. Les trentenaires, on est tous plus ou moins en train de monter des boîtes, on a tous envie de le faire, ou on le fera tous. Enfin voilà, quand je dis tous, évidemment, voilà, on s'entend, mais une grande majorité d'entre nous fantasme l'entrepreneuriat. Du coup, il y a par effet ricochet, il y a de plus en plus d'offres sur le marché. Et donc c'est de plus en plus compliqué de se démarquer. Et donc je pense que le modèle d'acquisition d'un client, il est de plus en plus complexe. C'est très compliqué. Mais là aussi, on réagit en système, alors qu'avant, je pouvais avoir un truc qui marchait à peu près sur tel canal d'acquisition avec à peu près tel message de conversion et ça faisait une vente. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Et ouais, je trouve ça. En plus, je trouve ça hyper honnête que tu le dises parce que tu pourrais dire non, l'automatisation sur Instagram va vous permettre de faire un business à Watt million juste comme ça en automatisant. Donc tu dis non, ça rentre dans une stratégie qui est plus globale, quoi. Bien sûr. Et ça dépend après de plein d'éléments, tu vois, de ton secteur d'activité, de ta création de contenu. Donc, il faut qu'on les accompagne au maximum. Après, tu vois, nous, on n'a pas une position de consultant stratégique ou global. On est vraiment spécialiste automatisation sur les réseaux sociaux. Donc, au mieux, on peut les accompagner également sur la partie création de contenu. Mais tu vois, il faut réussir à donner cette vision aux clients et leur dire, bah, OK, on vous aide sur la partie réseaux sociaux, mais c'est pas parce que vous allez mettre de l'automatisation que les clients vont venir en automatique. Et parfois, c'est dur, c'est dur pour les clients de le comprendre et de l'admettre. Ouais. Il y avait une question que je voulais te poser, c'est sur les codes de chacune des plateformes. Parce que vous bossez sur plusieurs plateformes et puis voilà, tu as un point de vue plutôt holistique là-dessus et on voit qu'il y a énormément de services de recyclage de contenu. Par exemple, ce genre de podcast, je sais que quand je vais le publier, je vais recevoir entre 20 et 30 messages pour me dire au moment où je vais faire ma story, en réponse à un truc, on fait du découpage de contenu, du recyclage, ça te fait des milliers de contenus, des machins, des trucs. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de publier la même chose partout, ou est-ce que tu penses que il y a des codes, il faut les respecter, et si oui, lesquels? Je pense qu'il y a forcément des codes à respecter sur les réseaux sociaux. Après, tu vois, typiquement sur le format TikTok et réel Instagram, là, on est sensiblement sur la même chose.
Les codes sont relativement similaires. Après, je pense que oui, ton contenu, il faut le recycler. C'est un gain de temps. Enfin, tu vois, avec un contenu, tu crées énormément de valeur. Ce serait bête de ne pas le réutiliser et de le mettre que sur une seule plateforme. Là où, en fait, quand tu te développes sur différentes plateformes, tu développes finalement différentes audiences et donc potentiellement différentes cibles. Après, typiquement sur LinkedIn, on est sur un format où, tu vois, Enfin, moi, je vois aucune vidéo format réel, YouTube Shorts ou je ne sais quoi sur LinkedIn. Parce que aujourd'hui, en tout cas, le format vidéo courte n'a pas sa place sur LinkedIn. Je dis bien aujourd'hui, parce que ça peut être amené à changer. Et tu le sais, les réseaux sociaux, ça change très rapidement. Mais tu vois, sur LinkedIn, on va plus être sur du storytelling, sur des longs posts, sur le fait de mettre, par exemple, une photo de l'intervenant que tu vas prendre, raconter un peu son histoire, donner envie à la personne, en fait, d'aller plus loin que ce simple post que tu as fait pour venir écouter la suite de l'histoire. Alors que sur TikTok, rares sont les gens sont plus là pour consommer du contenu rapide. Donc, tu vas moins engager les gens par la suite à aller consommer ton contenu version longue. D'ailleurs, il y a une expérience que Antoine BM, qui est un créateur de contenu depuis des années, 10 ans même, il avait fait une expérience qui était hyper intéressante, qui était de publier exactement les mêmes vidéos sur TikTok et sur Instagram. Et donc, de faire la comparaison. Comparaison sur le nombre de vues, comparaison sur l'engagement et comparaison sur le closing. Parce que, in fine, c'est ce qu'on recherche. Et la conclusion, c'était que en termes de chiffres, visibilité, engagement, TikTok faisait fois 10, donc c'est bien plus important. En revanche, en termes de conversion, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que sur TikTok, tu as énormément de visibilité, tu travailles ta notoriété. En revanche, c'est pas là où tu vas convertir les gens. Par contre, les personnes qui vont te découvrir sur TikTok, potentiellement par la suite, iront sur ton compte Instagram. Et c'est sur Instagram qu'elles vont davantage convertir. J'ai l'impression que tu vois, TikTok, c'est plus une plateforme de divertissement à proprement parler. Là où sur Instagram, c'est pas que c'est plus sérieux parce que c'est pas le terme, mais les gens sont plus dans une démarche, je sais pas, d'analyse, d'achat, d'aller plus loin que ce qui est proposé sur la plateforme. Et je pense que ça, il faut aussi le mettre en relief par le fait que sur TikTok, tu passes plus de temps dans la partie discovery que sur les gens que tu suis. Instagram, c'est le contraire. Moi, c'est donc je pense qu'il y a un enjeu là-dessus. Il y a un truc. D'ailleurs, de temps en temps, je vois une mise à jour où je vois très rapidement le discover. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin, le côté où je vois des posts de gens que je connais pas dans mon feed. Il arrive beaucoup plus tôt qu'à certains moments. Je vois qu'il y a des tests du X, on le voit. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai tendance. Alors moi, je vais voir des trucs de paddle, des trucs de musique, genre des meufs aussi. Alors je sais pas. Et je vais dans le Discover, j'ai des meufs partout. Donc je suis censé pourtant être quelqu'un de plutôt droit là-dessus. Mais bon, donc, voilà, je le dis publiquement. C'est le hasard de l'algo. Mais ce truc-là est assez dingue. Et sur TikTok, en fait, je suis abonné à des comptes, mais je suis pas sûr vraiment d'aller. Je suis pas sûr vraiment de les suivre, quoi. Je suis plus dans le Discover. Pareil. Et de toute façon, l'algorithme est fait de telle sorte que tu sois plus attiré par cet algorithme de Discover plutôt que... C'est ce qu'ils appellent le For You, je crois. Tu vois, la dernière fois, je regardais... pareil, je me suis abonnée à des personnes où j'étais là en mode, le contenu est trop intéressant, je m'abonne. Et quand je regarde mon feed de For You, donc que des personnes que je suis en mode, c'est de la merde. Alors que, tu vois... En fait, ce qui est intéressant avec l'algorithme TikTok, et ça, ils l'ont très, très bien compris, c'est qu'ils vont te pousser du contenu en fonction de comment tu réagis à chaque contenu que tu regardes. En fonction de ton dwell time, donc c'est combien de temps est-ce que tu regardes le contenu qui t'est présenté, et aussi en fonction de l'engagement que tu vas porter à cette publication. Est-ce que tu vas la liker? Est-ce que tu vas la commenter? Est-ce que tu vas la sauvegarder? Est-ce que tu vas la partager? Et en fonction de ces éléments, c'est comme si tu attribuais, si tu veux, un score à la publication. Et derrière, TikTok va se dire, OK, en fait, là, je lui ai poussé ce type de contenu. Elle a bien aimé. Du coup, je vais aller chercher des créateurs qui sont similaires à celui qui a fait cette publication. Ils vont regarder également en fonction des autres personnes qui ont liké cette publication. Tu vois, essayer de voir quels sont les dénominateurs communs. Et il y a plein d'éléments comme ça. Et en vrai, c'est très, très, très poussé. Et c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais il y avait tu vois, j'ai sorti une vidéo il y a de ça quelques mois déjà qui explique comment l'algorithme Instagram fonctionne.
Et, et tu vois, typiquement, on parle d'un algorithme, mais c'est faux. Ouais. Il y a 3 algorithmes sur Instagram. L'algorithme que tu vas avoir dans ton feed, l'algorithme que tu vas avoir dans ton discovery et l'algorithme que tu vas avoir par rapport aux stories. Et chacun de ces 3 algorithmes ont un mode de fonctionnement qui est différent. Parce qu'il va se baser sur des éléments, sur des actions que tu vas faire, que tu vas mettre en place pour t'attribuer une note. Et en fonction de tous ces éléments, derrière, ils vont te pousser ou pas le contenu de personnes que tu suis déjà, de nouvelles personnes, etc. Trop bien. Et justement, est-ce que tu as 2-3 conseils sur un de ces de ces canaux à l'intérieur d'Instagram pour être plus visible? Est-ce que je sais pas, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc, alors sans spoiler ta vidéo, on pourrait d'ailleurs la mettre dans les notes de l'épisode, mais est-ce que t'as une golden nugget? Ouais, bah écoute, après, en fonction de ton objectif, forcément, il y a des choses qui sont davantage recommandées plus que d'autres. Déjà, je dirais que le format réel est un format à privilégier parce que c'est le seul format aujourd'hui sur Instagram qui te permet de te faire découvrir à de nouvelles personnes. C'est-à-dire que tu as plus de chances, en fait, que ton contenu soit montré à des personnes qui ne te suivent pas. Donc, si tu es dans une recherche de développement de communauté, sans vouloir passer par de la publicité ou autre, c'est le meilleur moyen. Après, je pense que axer sa communication que sur de la vidéo sur Instagram est une erreur. Mais c'est mon avis personnel. Parce que, tu vois... Je le prends directement pour moi, du coup. non, parce que toi, c'est différent. Toi, t'as un podcast. Donc, si c'est pas une vidéo, c'est quoi? Tu vois, c'est juste la photo de l'invité. Enfin, tu vois, non, ça fait pas sens. Donc, dans ton cas, oui, faire juste de la vidéo, c'est très bien. Pour un business, enfin, tu vois, comme nous, par exemple, faire que de la vidéo, moi, je pense que c'est bien d'alterner et de proposer aussi d'autres formats. Notamment un autre format qui est poussé de plus en plus par l'algorithme, c'est le format carrousel. De la même manière que le format vidéo, si tu veux, sur le format vidéo, tu attrapes les gens et derrière, il reste un certain nombre de temps sur ta publication. Bah, le carrousel, c'est pareil, parce que les gens, ils vont swipe, ils vont regarder tout ce que tu as à leur raconter. Donc, tu passes plus de temps sur la plateforme. Donc, la plateforme va te pousser. Yes. Mais tu vois, là, je me disais quand tu étais en train de parler, je réfléchissais, je me disais, en fait, on a l'impression que là, on se fait un tuto comme si une nouvelle techno venait de là et on discute comme si une nouvelle techno venait de sortir. En fait, non, ces trucs-là, on a fait partie de la première génération à vivre avec. On a connu ça au collège, au lycée, et puis voilà, au lycée plutôt. Mais en fait, c'est que ça paraît évident, mais comme tout ce qui est évident, c'est subtil. Ouais. Et donc du coup, ça fait un peu conversation de je vous apprends comment utiliser Instagram, mais pas du tout en fait, parce qu'en fait il y a plein de, on croit que c'est simple, mais en fait c'est il y a plein de, il y a un niveau de finesse à obtenir. Pareil, il y a de plus en plus d'offres, parce que tout le monde poste en gros, Ouais. tout le monde veut en plus veut être micro-influ, tout le monde veut faire penser à tout le monde que sa vie est incroyable, et donc du coup il y a beaucoup, et donc l'algo il est obligé de se perfectionner. Donc en fait c'est vraiment là je pense que les micro détails sont importants pour la technicité sur les réseaux sociaux. De toute façon, comprendre l'algorithme, c'est une chose et je pense que c'est important. Mais il faut bien comprendre que, in fine, ce qui fait que ta publication marchera ou pas, c'est toute la psychologie humaine qu'il y a derrière. C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui vont voir ton contenu, qui sont donc d'autres humains, vont être intéressées par ton contenu? Si c'est le cas, l'algorithme va te pousser et donc tu auras plus de vues, potentiellement une communauté plus importante. Si c'est pas le cas, tu vas davantage ramer, tu vois. Clairement. Mais on en parlait aussi, hein. Moi, un de mes bouquins préférés en marketing, c'est Influence et manipulation de Cialdini. Ouais. C'est bien avant il est sorti, je crois, presque 10 ans avant qu'on naisse, quoi. Donc, et ça reste le truc le plus moderne qui est. Et là, on parle pas de hack, on parle pas de trucs. On parle de fondamentaux, ouais. Et c'est ultra important. C'est la psychologie humaine, hein. Non, c'est clair. Et moi, j'ai une question qui me revient souvent, dans les formations, dans les consultings que je fais. C'est quand est-ce que, en tant que dirigeant, j'ai le temps de faire tout ça? Quand est-ce que j'ai le temps de poster? Comment je m'organise? Parce que il faut que j'incarne ma marque, mais ma marque elle tient pas s'il y a pas de business. Il faut que j'aille faire des ventes, il faut que j'aille manager mon équipe. J'ai plein de trucs à faire, je dois gérer des emmerdes. Et du coup,
l'activité de mon business qui en pâtit un peu, c'est ma communication très souvent. Oui. En tout cas, moi, c'est le cas et c'est le cas de beaucoup de mes clients. Donc, du coup, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? D'avoir une routine, de te donner de t'engager sur certains éléments, de te lancer potentiellement des défis, de te dire ok, je publie tant de fois par semaine et je m'y tiens. Après oui, c'est vrai que il faut être organisé et tu vois, moi par exemple, toute ma communication qui est faite sur LinkedIn, c'est moi qui l'a faite, je la gère de A à Z et au début, ça me prenait pas mal de temps, et tu vois, je dis ça et encore, parce que quand je me suis lancée, je gérais encore tous les sales toute seule. Et quand tu te lances en plus sur LinkedIn, création de contenu, alors que tu n'en as jamais fait, etc., ben, tu as quand même beaucoup à apprendre. Donc, je passais quand même pas mal de temps. Mais ouais, c'est une question d'organisation et de priorité, c'est vrai. Mais tu vois, aujourd'hui, moi, je pense vraiment que le fait de travailler sa communauté, ça va avoir un impact positif. Alors, soit instantané, soit même sur du long terme, mais c'est des effets composés qui sont en train de se créer, qui par la suite, tu diras, ah ouais, heureusement que je suis pas passée à côté de ça. Donc ouais, c'est une question d'organisation. Moi, tu vois, pour donner un exemple, je me lève relativement tôt, mais en tout cas, les matins, je ne prends pas d'appel pour justement soit travailler sur mon contenu, soit pour faire des tâches de fond et donc être complètement focus. L'après-midi, par contre, full call, podcast, tout ce que tu veux. Mais le matin, c'est vraiment dédié à moi face à mon écran et face à la création de contenu. Et ça marche plutôt bien. Après, je dis pas que ça marchera pour tout le monde parce que faut que chacun trouve son rythme, chacun doit trouver le moment où il se sent le plus créatif. Mais le tout, c'est d'instaurer, je pense, une routine. Parce que sans routine, tu le fais trop à l'arrache et le jour où t'arrêtes, t'es là, t'as oublié, quoi. T'es passé à côté. Et la délégation, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, j'ai eu des gens très bien, mais j'ai jamais été satisfait. Très bien dans le côté, je suis persuadé que ils étaient des gens qui étaient compétents. C'était des gens qui en soft skill étaient agréables. Donc en fait, rien à dire au niveau de la collaboration, rien à dire sur l'expertise, mais j'avais des attentes qui étaient là et c'était pas possible. Donc, est-ce que là-dessus, Je pense que c'est difficile de déléguer et qu'il faut savoir déléguer aux bonnes personnes et donc trouver les bons profils, entre guillemets. Nous, tu vois, sur la communication sur Instagram, pendant longtemps, je l'ai géré. Et en fait, à un moment donné, c'était plus gérable. Et je me suis dit, en fait, j'ai aucune valeur ajoutée à continuer à faire cette communication. Et donc, j'ai recruté quelqu'un et je suis hyper satisfaite. Alors après, il faut bien débriefer la personne, il faut donner suffisamment de contenu et de contexte pour que la personne, elle sache quelle direction prendre. Elle peut pas être complètement en roue libre puisque c'est pas elle qui gère ton business. Mais je pense que c'est possible. Et après, je pense, tu vois, typiquement sur LinkedIn, en fait, ça va dépendre de ta position, ça va dépendre de ce que tu as à proposer derrière, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, j'aurais du mal à déléguer cette partie-là sur LinkedIn parce que en fait, c'est trop moi et je préfère travailler avec ChatGPT pour gagner du temps. Travailler, j'ai bien dit, travailler avec ChatGPT plutôt que de l'externaliser. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Et tu vois, nous, on accompagne des gens en ghostwriting sur LinkedIn et c'est des personnes, effectivement, qui n'ont absolument pas le temps et surtout qui n'ont pas l'envie de le faire. Et là, oui, il faut externaliser. Ça sert à rien de se tuer à la tâche et il y a rien de pire que de faire quelque chose qu'on déteste et qu'on n'a pas envie de faire parce que tu vas encore plus ramer, quoi. Yes, c'est très clair. Moi, j'ai pas de lâcher prise sur ça, donc je procrastine, mais je prends un engagement public, je vais bosser dessus. Je vais bosser dessus. J'ai besoin noté, de le faire. Attention. Ouais. J'avais une question. Ça tombe bien parce que tu es là pour ça, pour mes questions. My Name is Bond est couvé, ou je sais pas comment on appelle ça, par The Secret Company, je crois. Oui. Du coup, The Secret Company, on peut renvoyer les gens sur l'épisode qu'on a fait avec Maxime Blondel, qui est un startup studio. Du coup, comment ça se passe d'un point de vue, parce que très souvent on entend Thibaut Elzière de eFounder parler de ses boîtes, mais on entend rarement les gens qui étaient dans eFounder parler de ses boîtes. Et donc du coup, c'est intéressant d'avoir le point de vue de la startup et non pas du studio. Ouais. Et donc du coup, comment ça s'organise, comment ça se passe de l'intérieur, le startup studio?
Comment ça se passe de l'intérieur? Écoute, nous, c'est vrai que, on a eu un fonctionnement, qui est assez particulier parce qu'en fait, quand on a créé, My Name is Bond, c'est quasiment au même moment où ils ont commencé à créer, The Secret Company. Tu t'en doutes, il y a eu des pivots de leur côté également. Donc on a un peu été, le crash test, mais voilà, on est tous, très copains et ça se passe très bien et on communique énormément, ce qui fait qu'on évite, toute rupture, crise ou autre. Mais concrètement, comment est-ce que ça s'organise? Disons que The Secret Company nous a accompagnés pendant un peu plus d'1 an dans l'opérationnel. Donc, ils nous aidaient au quotidien dans la création de notre plateforme, dans la structuration de la boîte. Et en fait, au bout d'1 an, tu es censé être un petit peu autonome, en tout cas un peu plus autonome qu'au début. Et à partir de là, ils lèvent le pied sur l'opérationnel et t'aident davantage sur la partie stratégique de la boîte. Donc c'est un accompagnement qui est toujours d'actualité. Tu bénéficies aussi beaucoup de tout l'écosystème, notamment avec toutes les autres boîtes qui créent, mais aussi avec tous les contacts que chacun va développer. Et ouais, j'ai un peu l'impression que c'est comme une famille. Moi, j'aime beaucoup cet écosystème. Je trouve qu'ils sont très honnêtes et leur accompagnement est... Je sais pas comment ça se passe, tu vois, dans les incubateurs, quand tu fais des levées de fonds, etc. Mais je suis très heureuse de n'avoir jamais levé de fonds. J'espère que je ne le ferai pas. Et je suis très contente de l'accompagnement qu'on a eu et qu'on continue à avoir, quand bien même il est peut-être moins important, disons, sur la partie temporelle. Mais tu vois, sur l'apport de valeur, c'est assez puissant. Et ouais, après, moi, je suis très attachée aussi à The Secret Company parce que c'est tous mes potes, qu'on se connaît tous depuis 10 ans. Et il y a ce côté forcément émotion, mais tu vois, là, de plus en plus, ils sont en train de créer des boîtes, pas forcément avec d'anciens copains, et ça se passe tout aussi bien. On a vraiment tous les mêmes valeurs, donc ça, c'est plutôt cool. Trop bien. Et aujourd'hui, capitalistiquement, tu es avec eux. Et est-ce que toi, tu as d'autres associés opérationnels? Non, pas pour le moment. Donc, c'est eux et ok, c'est ouais. Hyper intéressant. Et quel état d'esprit il faut avoir pour être l'entrepreneur qui rejoint le Startup Studio parce que c'est peut-être pas donné à tout le monde en termes de coachabilité notamment. Toi, comment tu l'as pris et quelles sont les choses que tu referais peut-être différemment ou justement que tu as adoré faire et que tu recommanderais à des gens qui vont se faire incuber ou qui vont se faire accompagner par un Startup Studio? Tu vois, par rapport à The Secret Company, je pense que ce qu'il faut pour pouvoir bosser avec eux, c'est vraiment avoir la dalle. C'est-à-dire que tu vas te battre, tu as envie de faire les choses, t'as pas peur de te rétamer parce que justement c'est en se rétamant que tu apprends, que tu vas pouvoir aller plus loin, que voilà, tu vas pouvoir tout simplement te dépasser. Donc ouais, qu'est-ce que je referais de différent? En vrai, je pense rien parce que peut-être que je prendrais un petit peu plus de risques. Ouais, parce que je suis un peu frileuse sur les bords. Tu vois, j'ai peur de l'échec, même si j'essaye d'hacker mon cerveau et de me dire que c'est normal et que c'est comme ça qu'on avance. Mais tu as toujours cette peur de dire « et si ça marche pas ?» Mais bon, et what? So what? Ouais, c'est ça. La question, elle est là-dessus. Hein. Ouais. Mais tu connais la réponse, mais l'assimiler et le mettre en pratique, évidemment, c'est toujours un peu plus difficile. Évidemment, c'est toujours pareil. Donc, maintenant que la boîte est un peu plus établie, c'est plus facile dans le sens où, je sais pas, tu prends peut-être un peu plus de recul et intérieurement, tu te dis que tu t'es déjà prouvé certaines choses, donc c'est validé. Et donc, tu peux te permettre justement de faire davantage d'erreurs. Trop bien, trop cool. Et là, du coup, tes enjeux, tes prochaines... on parlait tout à l'heure de vision, et si on découpe ça, là, les prochains enjeux, c'est quoi pour toi, pour la boîte? Écoute, les prochains enjeux, là, c'est déjà de bien structurer la boîte, de bien gérer tous les clients qu'on a, d'améliorer tout ce qui est care client, parce que je pense que c'est vraiment la clé pour la réussite d'une boîte. Et nous, notre prochain objectif, c'est d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires récurrent à la fin de l'année. Donc voilà. En MRR? En MRR. Trop bien. Ok, trop cool. Et il vous manque quoi pour atteindre ça? Ça va être quoi? Comment vous découpez ça en actions? Si on a des gens, tu sais, nous, on a des gens qui font des choses là. Du coup, ils veulent regarder sous le capot. Comment tu vas faire ces 100K de MRR? Complètement. Bah, écoute, il y a plusieurs choses. On est en train de tester pas mal de canaux d'acquisition qu'on n'avait pas forcément testés, type influence, sponsoring, etc. Et après, on crée énormément de contenu aussi.
Donc tout ce qui va être newsletter, continuer à créer du contenu sur LinkedIn, peut-être doubler la cadence. En fait, développer la notoriété de My Name is Bond, avoir ce billet d'association auprès de personnes qui nous intéressent, qui pourraient être d'ailleurs aussi intéressées par nos services et dont la communauté serait intéressée. Et voilà, et essayer de penser un peu out of the box, tu vois, faire des actions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Je te donne un exemple très concret. La dernière fois, on a imprimé des flyers, ouais, vraiment truc très à l'ancienne. Bon, c'était pas vraiment des flyers, c'était plus des cartes. Et avec un message très agent secret. Est-ce que vous êtes prêts pour cette mission secrète? Parce que les gens ils comprennent rien, tu vois. Avec un petit QR code pour prendre rendez-vous. Et en fait, voilà, de multiplier ce type d'actions, tu vois, qui sont fun et qui, je pense, un jour finiront par payer, tu vois, parce que tu fais pas les choses comme tout le monde. Et je pense que nous, de par notre positionnement et de par notre branding, déjà, on se différencie énormément de la concurrence, parce que quand tu regardes, tout le monde enfin, tous nos concurrents, ou en tout cas toutes les personnes qui sont dans le même secteur que nous, ont un marketing qui est très chiant, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. moi, j'aime Oui, pas trop, je suis pas attachée à ça. Et en plus, on est sur un secteur où tu peux très facilement te faire arnaquer. Donc, faut faire attention, tu vois. Il y a un vrai enjeu de positionnement, de notoriété. Alors déjà, le fait que je sois une femme, c'est un peu notre unfair advantage parce qu'il y a vraiment aucune femme sur ce secteur. Et je te dis, ouais, ce branding qu'on a autour des agents secrets, tu vois, de dire, en fait, notre automatisation, c'est le travail d'agent secret parce que, en fait, personne ne se rend compte que tu fais de l'automatisation. Moi, j'adore. Et on a un univers qui est immense et on peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, c'est de l'automatisation, mais j'ai rarement reçu autant de messages que depuis que j'utilise votre service. En mode, merci pour le like en story, merci pour le like de je sais pas quoi, merci pour le follow, merci pour le truc. Tu fais quoi? Voilà, moi je fais ça, etc. J'en reçois, je sais pas, je dois être à 2-3 par jour. Donc c'est beaucoup en fait sur une action que je fais pas. Donc Ouais. donc voilà. Et le tout, c'est que cette interaction, elle soit faite auprès de personnes qui vont être intéressantes pour toi, que ce soit pour écouter ton podcast, que ce soit pour vendre par la suite tes services. Ouais, de ouf. Bah, c'est ça. Mais en tout cas, c'est cool parce que ça veut dire que ça va pas forcément automatiser vers des comptes qui sont morts ou des comptes qui interagissent pas. Donc je trouve ça très bien. Et je pense qu'en plus ça trust votre action parce que s'il y a un échange derrière, ça ressemble plus à une automatisation. Donc Complètement. je trouve ça vraiment trop bien. Ouais, c'est l'objectif. Non, c'est top. J'ai fait un podcast avec Sistine justement sur l'entrepreneuriat féminin. Là, c'est toi qui en parles. Hein. Voilà. Déjà, avec ton histoire de flyer, on vient de se mettre tous les écolos à dos. Donc là, maintenant, on va se mettre les féministes. C'est voilà, bon, c'est génial. On est habitué ici. Mais du coup, c'est quoi entreprendre quand on est une femme? Ton point de vue, évidemment. Ouais. J'allais dire c'est pas facile, mais non, c'est faux. Je pense que le tout, c'est d'être bien entouré. Et le fait d'être bien entouré fait vraiment la différence. Moi, je suis très contente j'ai un environnement qui est incroyable. Enfin, mes meilleurs potes sont mes associés. Mon copain est entrepreneur. Ma famille me supporte au possible. Enfin, ouais, je pense que le tout, c'est d'être bien accompagné. Et oui, ça peut ne pas être facile au quotidien, mais tu vois, dans mon cas, je pense que, comme je te le disais, c'est vraiment mon unfair advantage. Ça fait la différence parce qu'en fait, les gens sont pas habitués à avoir une femme dans le secteur de l'automatisation. Et je pense qu'indirectement, ça rassure les personnes parce que tu as ce côté, elle est plus sérieuse. Ouais. Moi, je vois la même chose. Je suis associé avec ma femme. Et plus ça va, plus je la mets en front. Pas pour la livraison, parce que c'est moi l'image de la boîte, mais par contre surtout l'opérationnel. Déjà parce qu'elle est meilleure que moi. Et en plus de ça, je pense que c'est un vrai impact sur la confiance. Donc ouais, non, écoute, d'un point de vue d'homme, en tout cas, qui collabore, enfin qui est associé avec une femme, je ressens un peu la même chose dans notre boîte. Donc c'est top. Les nanas, entreprenez un peu là, parce que nous c'est 40% de nos clients, mais c'est pas du tout 40% des gens qui viennent dans le podcast. Ou voilà, des débutants, c'est 40%. Mais je sais pas, elles s'arrêtent en cours de route et je trouve ça un peu dommage. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pousse toutes les femmes à entreprendre et si on pouvait être plus nombreuses, ça serait top. Trop bien. Et d'ailleurs, ça fait chier de parler. On a peu de nanas sur le podcast. Ça fait chier de parler de l'entrepreneuriat au féminin à chaque fois. Mais c'est vraiment pour pousser le truc. Je pense que c'est la meilleure action plutôt que toutes les conneries qu'on voit dans les médias. Ça, c'est une vraie action par l'exemple. Je trouve ça cool.
Trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée du coup, maintenant que tu es une pro du podcast? Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser ou où je suis passé à côté? Une question sur laquelle tu serais passé à côté? Non, je pense pas. Non. Bon, j'ai fait mon job, alors ça va. Ouais, t'as bien fait ton job, hein. En plus, tu m'as déjà fait plusieurs compliments sur mes épisodes. Alors, j'ai apprécié, je les ai retenus, hein. Moi qui reçois mal les compliments, là, j'ai Ah envie de bon? donner. Pourquoi? Oh non. Ouais. C'est source de motivation quand même. Non, c'est sûr, c'est clair. Non, c'est top. Mais du coup, est-ce qu'il y a des liens que tu veux nous partager pour qu'on puisse suivre ton travail, que ce soit la boîte ou que ce soit toi à titre perso? Ouais, écoute, la boîte, mynameisbond.co, et après, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn où je suis très présente, Marion Carnero, mais je te donnerai les liens pour que tu puisses les mettre en description. Trop bien. Et j'ai ma newsletter aussi. Ah yes, oui, c'est vrai. Le Substack que je reçois, c'est vrai. Trop bien. Marion l'exploratrice. Trop bien. Trop bien. On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. C'était vraiment top. Et tu vois, c'est le premier podcast que je fais en après-midi. Et d'ailleurs, maintenant, tous mes podcasts seront tournés l'après-midi. Ok. Et en fait, j'aime bien. Donc, ce serait cool que dans les commentaires ou dans les messages privés, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé l'énergie ou si vous la trouvez trop basse ou si ça vous convient. Enfin, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Si déjà vous avez senti la différence. Normalement, c'est vrai que je le tourne très tôt le matin. Et là, maintenant, il est 18h. Donc voilà, il y a une journée de boulot entre temps. Moi, j'aime bien en tout cas. Je sais pas si toi, moi aussi, t'en as pensé quoi? Ouais, j'aime bien aussi. J'ai tourné un podcast aussi ce matin. Ok, ouais. Alors ça, c'est le truc. J'ai déjà fait l'erreur d'en avoir 4 dans la même journée. Plus jamais. 4 c'est beaucoup, là, tu pousses. Hein. Non, c'était vraiment nul. Donc ouais, 2 c'est bien, plus c'est trop fatigant. Ouais, trop bien. Ouais, mais Marion, merci beaucoup pour ton temps. Allez tous suivre les réseaux sociaux de Marion. Allez voir le travail de My Name is Bond. Et puis n'hésitez pas à interagir. Hein, ça sera toujours un plaisir. À bientôt. Merci. Ciao. Merci à toi. Ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.